Il y a des analogies évidentes entre l'Afghanistan et le Mali. Au départ, les rebelles qui se trouvent au Mali, et pas seulement les gens d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, sont des gens qui ont été plus ou moins entraînés, formés, suscités par les services de renseignement algériens, et cela très tôt, avant même que ces services n'existassent, c'est-à-dire pendant la guerre d'Algérie. Donc ces foyers de rébellion, d'insurgence, sont apparus très tôt et perdurent. D'ailleurs, si on voulait bien chercher, ils existent depuis le 19e siècle. Et la résistance à la colonisation française. Donc il y a ces foyers d'insurgence, je crée un néologisme, qui sont là, qui d'ailleurs aujourd'hui pourraient jouer un rôle dans le cadre des stabilisations de l'Algérie, mais qui ont également des bases arrières plus ou moins avancées chez les gens du Nigeria, Boko Haram, les islamistes Boko Haram, et tous les islamistes qui sont aujourd'hui plus ou moins diffus, qui n'attendent qu'à se cristalliser dans la région. Cela joue le même rôle que les zones un peu que les zones au-delà du Mali. Nous avons tout un ensemble de poches djihadistes qui peuvent jouer le même rôle que le Waziristan, c'est-à-dire les zones tribales du Pakistan, et d'un côté transfrontière, un passage de frontière à l'autre. Alors, j'ai dit que je reviens un tout petit peu en arrière, que ces forces rebelles ont été à l'origine suscitées, entretenues, gardées au chaud, même le cas échéant, par à la fois les services algériens, mais aussi les services français au moment de l'affaire libyenne, et que nous avons un parallèle qui s'impose avec Al-Qaïda, légion arabe islamique, mais financée par la CIA, créée par l'ISI, l'Inter-Intelligence Service pakistanaise, en Afghanistan. Nous avons des gens qui ont joué aux apprentis sorciers, qui se retrouvent aujourd'hui face à leur création, voire à leurs créatures, et des créatures qui sont devenues éminemment nuisibles. C'est cette guerre que le Sud, aujourd'hui, le Sud et l'Est, cette nouvelle guerre de l'opium mène à l'Occident. En Afghanistan, l'Afghanistan est devenu, grâce aux États-Unis et à l'OTAN, un super narco-État qu'il n'était plus au moment des talibans qui, par fatwa interposé, par le truchement d'un certain nombre de décrets islamiques, avaient complètement éradiqué la production d'opium et donc d'héroïne. On est repassé de 180 tonnes au moment de la chute, en 2001, au moment de la chute des talibans, on est repassé à 7500, voire 8000 tonnes annuelles. Et longtemps, ça ce n'est pas un secret d'État, c'est bien connu, cette production s'est faite sous les doux regards des forces de l'OTAN qui avaient pour ordre, alors d'où venaient les ordres, de ne pas intervenir. Donc l'Occident est submergé par l'héroïne afghane qui arrive à Paris, à Amsterdam, ou qui inonde la Russie avec 30 000 morts, plus de 30 000 morts par an. Ce n'est pas rien. Par ailleurs, le Sahara achemine, plutôt la bande sahélienne, via la bande sahélienne et le Sahara, se trouve acheminée en Europe la cocaïne qui vient des Andes, d'Amérique latine, et qui transite par la façade de l'Afrique de l'Ouest. Là aussi, nos groupes rebelles trouvent un financement. D'ailleurs, ils sont djihadistes aussi pour la beauté de la chose. Ce sont aussi des bandits de grand chemin, aussi et souvent et surtout des bandits de grand chemin qui vivent des prises d'otages et encore une fois de ce trafic de cocaïne qui approvisionne, il faut bien le dire, les pseudo-élites occidentales et européennes. Le Nord Mali n'est pas loin de l'Algérie. On l'a vu dans cette affaire de prise d'otages, dans laquelle les services algériens ont été d'une extrême brutalité, mais d'un autre côté, ils ont été aussi d'une extrême efficacité. Et on n'a pas entendu d'ailleurs les gouvernements occidentaux, japonais ou autres, se plaindre de la trentaine d'otages qui ont été tués à cette occasion. L'affaire a été réglée. Maintenant, tout cela, la France tourne ses regards vers le mur du son ou vers les résultats de tels résultats footballistiques. Toujours est-il que l'Algérie
est un pays divisé, est un pays même déchiré, qu'actuellement des troubles sévissent en Kabylie, c'est-à-dire chez les Berbères qui sont d'une certaine façon totalement irrédentistes et depuis toujours, de façon endémique. L'Algérie est un pays en voie d'instabilisation. Monsieur Bouteflika est hospitalisé à Paris au Val-de-Grâce pour une hémorragie cérébrale. Ce n'est pas la première fois. Il a fait des accidents déjà d'une relative gravité. Il est en fin de mandat, mais il est aussi et surtout en fin de course. L'avenir est incertain. L'armée représente un poids qui se trouve en porte-à-faux avec certaines factions politiques dominantes, celles qui ont notamment autorisé le survol du territoire algérien pour les avions français dans cette opération au Mali. Toujours est-il qu'à l'heure actuelle, nous savons que 12 000 soldats des Nations Unies vont être positionnés au Mali. On se demande bien pourquoi, puisqu'apparemment la situation est rétablie, l'ordre est rétabli. De la même façon, le gouvernement américain a obtenu de Madrid la possibilité de prépositionner pour le coup, des avions de transport et de 500 à 800 personnels des unités d'élite du corps des Marines en cas d'une crise algérienne et de la nécessité qu'il y aurait à évacuer les ressortissants américains, qui sont assez nombreux, notamment sur les plateformes pétrolières, puisque rappelons-nous que les Américains ont largement succédé aux Français en ce domaine. Les Français trouvent, les Américains exploitent, ça a été le cas en Algérie, mais c'était aujourd'hui peut-être, ou ça sera peut-être demain, le cas au Niger, encore une fois, où les Américains essayent d'évincer les Français d'Areva et de prendre la main sur ces gisements stratégiques. Parce qu'on a beau hurler et chanter que c'est la fin du nucléaire, en fait, le nucléaire n'a jamais eu aussi un aussi bel avenir devant lui. Donc l'Algérie, il faut dire une chose, est le suivant sur l'agenda. Jusqu'à présent, et j'en termine là, l'Algérie, avec un certain égoïsme, se félicitait que l'abcès de fixation soit centré sur Damas et sur la Syrie. Pendant ce temps-là, les Algériens, le pouvoir algérien avait le sentiment d'être oublié de ces puissances maléfiques qui s'acharnent à démanteler et à redessiner la carte du monde arabe, que ce soit au Maghreb, c'est-à-dire au couchant, ou au levant, au Machrek. Les Algériens maintenant vont se trouver au centre de la tourmente. Certains le savent et je pense que le gouvernement français d'ailleurs s'y prépare. La Syrie, jusqu'à présent, concentrait toutes les forces négatives, servait de paratonnerre à l'Algérie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Sauf que la situation a changé sur le terrain en syrien. Ceux qui escomptaient une victoire rapide de la rébellion sont déçus. Et cette déception va grandissant au fil des jours. L'armée loyaliste regagne du terrain, notamment dans le nord, à Homs, à Alep, et donc tout cela commence à inquiéter. Par ailleurs, l'armée syrienne libre, censée représenter une opposition pro-occidentale, démocratique entre guillemets, s'est aujourd'hui effacée face aux djihadistes d'Al-Nosra. Ce qui inquiète très fort en Israël, où l'on voit mal s'installer aux portes de l'État hébreu un gouvernement, un pouvoir, un émirat islamique. Ça, cela inquiète. Donc il y a toujours d'un côté les faucons qui pousseraient à une intervention directe, intervention dont l'Europe ne veut pas, puisque l'Europe refuse à la France et au Royaume-Uni l'envoi direct d'armes à la rébellion. L'Europe freine. L'Europe n'est pas convaincue du bien fondé de cette affaire. Il ne faut pas oublier que la Syrie, c'est 4 heures de vol d'avion de Paris. C'est l'autre côté de la Méditerranée. C'est notre voisinage immédiat. C'est à nos portes. Et donc, à Washington également, il y a ceux qui seraient tenants des faucons, des néoconservateurs, qui seraient tenants d'une intervention directe pour régler le compte de la Syrie, comme préambule d'ailleurs à une intervention contre l'Iran.
Sauf qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle diplomatie depuis le début du second mandat de M. Obama, représentée et interprétée comme un musicien interprète une partition par M. Kerry, et celle-ci a cherché un terrain d'entente, un compromis, une sorte de statu quo avec Moscou sur un partage de l'influence entre États-Unis et Russie sur le Proche-Orient. Si demain matin il y avait une intervention directe, tous ces accords implicites, négociés, mais de négocier secrètement, seraient évidemment remis en cause. Et là, on entrerait dans une ère d'instabilité, dans une période d'instabilité dont nul ne connaît l'issue. Toujours est-il que les voix qui militeraient pour cette intervention se font entendre fortement et jouent sur la carte d'une utilisation d'armes chimiques, armes dites de destruction massive, qui auraient fait 16 morts dans les rangs de la rébellion, mais nul ne sait si ces armes ont été réellement utilisées et par qui. Mais il suffit de dire que son chien est galeux pour pouvoir le noyer. Et donc cela justifierait, on voit cette manœuvre se dessiner, s'affirmer au fil des semaines. Ça a déjà commencé depuis un certain temps. Euh, tout le monde n'est pas convaincu, mais à chaque moment, pensez que en matière de diplomatie, de politique internationale, les équilibres et les rapports de force sont extrêmement instables. À tout moment, on peut basculer et la décision peut être prise, la décision peut l'emporter d'une intervention directe, et c'est là le risque actuel, qui est un risque qu'on ne peut pas négliger. D'ailleurs, dès lors que l'Algérie entrerait elle aussi en ébullition, je pense qu'il faudrait peut-être donner le coup de grâce à la Syrie, d'où l'attentat manqué hier contre le Premier ministre et l'attentat d'aujourd'hui, qui est un attentat majeur apparemment au cœur même de Damas. Tout ça pour nous faire croire que la rébellion tient toujours le haut du pavé, ce qui n'est pas le cas, mais pour essayer de pousser le destin, de décider le destin à cette intervention directe et de l'OTAN, et des puissances occidentales. Les attentats de Damas doivent s'inscrire, doivent se comprendre, se lire dans cette très longue série d'attentats qui frappent et endeuillent l'Irak, surtout la semaine dernière, et l'on voit qu'il y a un regain de tension, un regain de terreur. Alors les uns diront que ce sont des violences interconfessionnelles, chiites contre sunnites, sunnites contre chiites. Tout ça vise certainement à une chose, c'est évincer le pouvoir chiite aujourd'hui, pouvoir chiite mis en place d'ailleurs par les États-Unis, qui le regrettent très violemment. Évincer le Premier ministre al-Maliki, pour mettre quoi à la place, ça je ne sais pas, mais en tout cas pour rejeter l'Irak dans une forme de chaos qui le neutraliserait, qui le découplerait du schisme iranien. Comme j'ai pu le dire en maintes occasions, il s'agit de tronçonner l'axe qui relie Téhéran, Bagdad, Damas et Beyrouth, Beyrouth où nous avons le Hezbollah, parti de gouvernement et pas seulement formation plus ou moins terroriste, comme d'aucuns le disent, de tronçonner cet axe de façon à isoler l'Iran et à rendre possible, je ne dis pas à préparer, mais à rendre possible des frappes sur l'Iran, voire une attaque unilatérale à l'initiative du seul Israël, qui, de cette façon, essaierait d'entraîner dans son sillage à la fois les États-Unis et l'Europe occidentale, c'est-à-dire l'OTAN, dans une guerre plus générale. Mais on sait où démarrent les guerres, on ne sait jamais où elles se terminent, et tout cela dans un contexte de tension. Je réutilise ce mot de tension internationale. Pensons que la Chine a massé des troupes à la frontière de la Corée du Nord, qu'elle remobilise et qu'elle a remassé des troupes aéronavales face à Taïwan, qu'il y a des contestations violentes sur un certain nombre d'îlots de la mer de Chine, entre autres, ou de la mer des Philippines, si je me souviens bien, si je ne dis pas d'erreur, on peut penser que toutes les conditions commencent à se réunir pour une conflagration générale.